Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'éditorial de Cap Digital, la maison qui vous accueille ce soir. On est ravis de vous proposer cette nouvelle nocturne du Big Data co-organisée avec les étudiants de l'école de guerre économique et le club Data Intelligence de l'école de guerre économique et qu'on a dédié, vous l'avez compris ce soir, aux questions d'intelligence artificielle et de géopolitique. J'ai juste quelques petites indications pratiques à vous donner avant de laisser la parole à nos intervenants. L'événement est filmé, mais il n'est pas disponible en live stream. Il sera proposé en replay, donc vous aurez la primeur des échanges ce soir. Et dans le courant de la semaine prochaine, vous pourrez les retrouver en ligne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on proposera un cocktail de networking pour ceux qui souhaitent rester avec nous à la suite des échanges de la soirée. Pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le programme, nous aurons donc une table ronde animée par Joachim du club Data Intelligence et avec Monsieur Sandro Gozzi, député européen, Laure de Roussy-Rochegonde de l'IFRI et Francis Jutan qui travaille notamment pour le think tank Digital New Deal. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour laisser la parole tout de suite à nos intervenants. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonjour à tous, merci en tout cas de votre présence. Alors, pourquoi l'IA? Pourquoi les enjeux géopolitiques autour de l'IA? Il faut savoir que début 2024 était un tournant pour l'IA sur deux grands événements qui ont motivé notre raisonnement sur cette table ronde, notamment le vote de l'IA Act au Parlement européen, qui est l'un des textes de loi, qui est l'un des premiers à encadrer l'IA, en tout cas en Europe et surtout en tout cas dans le monde. Et le second point, c'est fin mars, la Commission de l'intelligence artificielle a rendu un rapport au président de la République s'intitulant IA, notre ambition pour la France. Donc ces deux points-là, d'un côté un texte voulant réguler les usages de l'IA et son développement au sein de l'Union européenne, et en second point ce rapport qui a fait plusieurs recommandations au président Emmanuel Macron sur pourquoi la France ne doit pas mettre de côté l'IA, notamment sur ses enjeux géostratégiques, géopolitiques. Et donc, de par ces deux textes, on en vient donc à cette nocturne de la Big Data et donc à ce sujet de la géopolitique de l'IA entre soft power numérique et force de frappe technologique. Je vais donc maintenant me tourner vers vous, chers intervenants. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, en quelques mots, de décrire vos activités et pourquoi ces dernières sont-elles en lien avec l'IA. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à parler d'IA et pourquoi cette problématique? Qui veut commencer? Ladies first. Alors, je suis Laure de Roussy-Rochegonde. Je dirige le Centre géopolitique des technologies de l'Institut français des relations internationales. Je suis chercheuse à l'IFRI depuis 5 ans maintenant. Et avant d'être au Centre géopolitique des technologies, je travaillais au Centre des études de sécurité. Et donc, ma spécialité, c'est les applications militaires de l'intelligence artificielle. J'ai notamment fait, dans le cadre de ma thèse de doctorat en sciences politiques, un travail sur la régulation des armes autonomes qui m'a amené à me pencher aussi sur la question de la gouvernance de l'intelligence artificielle au sens plus large. Et c'est donc, je pense, ce qui m'amène ici ce soir. Bonsoir, Sandro Gozzi, député européen, membre de la commission du marché unique au Parlement européen, qui est la commission qui a la compétence pour légiférer sur les questions du numérique. J'étais rapporteur sur la nouvelle régulation du political advertising, de la publicité politique en ligne. J'étais le responsable, disons, pour Renaissance au Parlement européen de la loi sur les services numériques, des Digital Services Act. Avant d'être parlementaire, en tant que ministre, j'ai longuement travaillé au Conseil compétitivité de l'Union européenne, qui est le conseil dans lequel les ministres négocient et décident des questions numériques et de l'intelligence artificielle de l'Union européenne. Bonjour, donc Francis Jutan. J'étais d'abord un prof qui a commencé à enseigner le numérique en 1975, donc il y a assez longtemps, la prescription maintenant. Et j'ai basculé, donc
j'ai fait beaucoup de recherches en numérique, et ensuite j'ai basculé vers des aspects plutôt de management, d'une école d'ingénieurs, de la direction scientifique du centre de recherche d'Orange, puis du CNRS, et j'ai terminé à l'Institut Mines-Télécom. Donc je me suis intéressé au numérique, pas depuis le début, mais pas loin. Et ensuite, j'ai rencontré Thierry Godin, qui était un prospectiviste que maintenant peu de gens connaissent, mais qui a fait des travaux de prospective vraiment intéressants. Donc je travaille à la prospective du numérique et en général de la société depuis longtemps. Et je me suis intéressé, j'ai rencontré les gens de ce think tank Digital New Deal, qui avait fait un rapport sur l'IA en 2022. Et donc, comme tout le monde en 2022, ils avaient oublié l'IA générative, parce que personne ne la voyait venir à cette vitesse-là. Et donc, on a discuté, je suis en train de préparer là, un rapport sur les IA génératives, que je pense, on aura l'occasion de s'expliquer, très différente de l'IA classique. Tout à fait, nous en parlerons dans cette table ronde. Monsieur le député, je m'adresse tout d'abord à vous. L'IA Act était un texte qui a été longuement débattu au sein du Parlement. L'année 2022, comme a dit Monsieur Jutan, a amené les IA génératives. Et donc ce besoin d'encadrement des usages de l'IA a été de plus en plus important ces dernières années. Pouvez-vous nous décrire les grands axes, les grands enjeux de l'IA Act et comment est-ce que, par exemple, ce texte pourrait répondre à diverses problématiques comme les ingérences étrangères? Oui, c'est la première fois au monde qu'on essaie dans un continent d'avoir une approche uniforme, générale à la question de l'intelligence artificielle. C'est déjà un vaste programme, n'est-ce pas? Encore plus vaste si vous pensiez que les négociations ont commencé avant que ça éclate dans les débats publics et qu'on prenne pleinement conscience des effets, de la portée, du potentiel de l'intelligence artificielle générative. Donc évidemment, il y a même un avant et un après, tous les débats sur ChatGPT, etc., qui a évidemment rendu encore plus difficile, mais aussi plus importante, les négociations. Donc le premier point, c'est que pour la première fois au monde, on essaye d'avoir une approche globale à la question de l'intelligence artificielle. Un choix qu'on a fait en européen, parce que nous avons considéré que seulement le niveau européen était celui dans lequel nous pouvions avoir une approche efficace à la question de l'intelligence artificielle, et une loi qui fait partie d'une stratégie plus générale, parce que pour répondre à votre question, il faut insérer la loi sur l'intelligence artificielle avec un paquet législatif qui est aussi celui dont j'ai parlé dans mon introduction sur la publicité politique en ligne, sur la loi sur les services numériques, la loi sur les Data Act, etc. Donc c'est une approche globale que nous avons décidé de développer. La difficulté, les choix qui a été fait avec la législation sur l'intelligence artificielle, c'était tout d'abord d'essayer de trouver un équilibre satisfaisant entre la volonté d'encourager et accompagner l'innovation technologique et le développement d'une intelligence artificielle européenne, et en même temps de faire en sorte que cette évolution soit conforme à certains choix fondamentaux et notamment à certaines valeurs fondamentales qui sont au cœur de l'Union européenne. Donc, tout d'abord, on a décidé d'élaborer des catégories de risques. Il y a des activités liées à l'intelligence artificielle qui provoquent des risques très élevés à certaines valeurs fondamentales. Et donc, on a choisi de ne pas autoriser le développement de certaines pratiques de l'intelligence artificielle. On ne veut pas en Europe la surveillance de masse. Nous ne voulons pas en Europe le social scoring, la notation sociale. On ne veut pas la reconnaissance émotionnelle dans les lieux de travail. Donc il y a des pratiques que nous avons décidé d'interdire parce que nous voulons développer un modèle qui est alternatif à celui notamment qui est développé dans une grande puissance de l'intelligence artificielle, que c'est la Chine. De l'autre côté, comment nous pouvons assurer d'un côté une évolution, de l'autre côté une évolution qui soit justement conforme à certains choix fondamentaux. On a fait les choix de la transparence. Nous avons demandé, notamment pour l'intelligence artificielle générative,
de rendre transparent comment certains modèles fonctionnent, comment on entraîne les algorithmes. Ceci parce qu'il y a des questions liées au droit d'auteur, au droit voisin, et il y a des questions aussi de savoir quels sont, je dirais, les éléments de langage, les speaking points, comme on dirait en bon bruxellois, qu'on utilise notamment pour l'intelligence artificielle générative. Géopolitique de l'IA, il y a un enjeu aussi géopolitique, et il y a un enjeu aussi d'influence des puissances européennes au niveau mondial, parce qu'il est clair que ça dépend comment nous allons alimenter les algorithmes de l'intelligence artificielle. Je vous donne 2 exemples. Si on laisse seulement les Chinois alimenter les algorithmes sur la question de Taïwan, il est clair que quand vous allez interroger l'intelligence artificielle générative, les modèles logiciels, il va vous donner une certaine perspective de la question de Taïwan. Si on laisse seulement les Américains alimenter les éléments de langage sur la sécurité et la défense, ils vont donner une approche de Washington qui ne n'est pas celle de Bruxelles. Donc la question de la transparence est aussi une question pour permettre de développer une approche des puissances et d'influence européenne à l'intelligence artificielle. Et après, on a décidé aussi de travailler, et ça sera mon dernier point, en européen à travers la coordination. Donc il y aura un bureau de l'intelligence artificielle européen qui aura vocation à travailler en réseau avec les autorités qui, dans chaque État membre, seront désignées comme responsables pour la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et pour les dialogues avec les stakeholders, les représentants d'intérêt. Parce que peut-être on va y revenir, ça c'est seulement les débuts de notre travail. Il y a une bonne partie, notamment de la loi sur l'intelligence artificielle, qui devrait être mise en œuvre à travers des codes de conduite, à travers un dialogue avec les entrepreneurs, à travers un dialogue avec tous les porteurs d'intérêt. Moi, je crois qu'il faudra impliquer aussi les conseils de l'Europe, l'UNESCO, qui ont fait un travail intéressant sur l'intelligence artificielle. Donc, on est au début d'une nouvelle phase, qui est une phase historique comme l'intelligence artificielle, et une grande opportunité pour l'humanité, mais il faut la mettre sur la bonne voie, une voie conforme à nos valeurs et nos choix stratégiques. Je reviens sur l'évocation de la transparence que vous avez, dont vous avez parlé à l'instant. Donc là, je m'adresse à vous 3. Est-ce que cette transparence au sein de l'Union européenne peut-elle protéger d'ingérences étrangères, notamment donc de pays étrangers? On arrive sur des périodes d'élections, que ce soit européennes. Si on prend un peu plus de hauteur, les élections américaines arrivent aussi. Est-ce que, au sein, avec l'IA, est-ce que les ingérences étrangères, il y a sûrement déjà les ingérences étrangères, est-ce que ces dernières peuvent-elles se développer encore plus? Et est-ce que, seconde question, mais qui se raccroche à la première, est-ce que les fake news, qui sont, comme vous le savez, un danger pour la démocratie, est-ce que l'IA, de par les fake news, va faire grandir ces ingérences? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'une part, effectivement, les ingérences étrangères ne sont pas nouvelles. Les ingérences numériques étrangères ne sont pas nouvelles non plus. On en a vu d'ailleurs, y compris dans des processus électoraux précédents. On peut repenser au Macron Leaks, au DNC Leaks pour les élections américaines il y a quelques années et d'autres. Ce que change l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative, c'est l'ampleur des campagnes qui peuvent être menées, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'IA générative, comme son nom l'indique, permet de générer des contenus, là où jusque-là, c'était des humains qui étaient obligés de préparer les contenus qui étaient ensuite poussés dans le cadre de campagnes de manipulation de l'information. Ensuite, parce que l'intelligence artificielle permet d'augmenter considérablement l'audience, notamment grâce à la création de bots, qui sont en fait des comptes opérés par des techniques d'intelligence artificielle, qui deviennent de plus en plus perfectionnés grâce à l'IA générative. Et on imagine bien, ceux qui ont déjà essayé ChatGPT voient bien comment est-ce que les réponses peuvent
pourront de plus en plus, mais peuvent déjà paraître assez crédibles dans ce type de discussion. Et donc, dans le cadre de débats, par exemple, sur les réseaux sociaux, d'avoir des bots qui peuvent répondre de manière crédible et attiser les clivages sociaux, parce que c'est bien là-dessus que les campagnes d'ingérence étrangère s'appuient. Il y a des exemples qui sont très intéressants. Par exemple, lors de la mort de George Floyd aux États-Unis, des acteurs de l'État islamique ont créé des faux comptes suprémacistes blancs d'un côté et Black Lives Matter de l'autre, pour vraiment mettre de l'huile sur le feu tout simplement et déstabiliser le paysage politique américain de l'intérieur et renforcer la séparation entre ces deux pôles. Avec des bots qui sont finalement très sophistiqués et capables de répondre de manière vraiment crédible, on voit bien comment est-ce que ces campagnes peuvent se diffuser de manière encore plus massive et atteindre une audience plus large et donc convaincre, parce que c'est aussi ça le risque, c'est qu'au bout d'un moment, avec une exposition de plus en plus soutenue à certains narratifs, les individus soient susceptibles d'être convaincus. Et ensuite, pour ce qui est des effets de la transparence sur la protection de l'Europe face à ce type de campagne d'ingérence numérique étrangère, le problème, c'est que l'AI Act ne va pas s'appliquer, par exemple, aux acteurs étatiques et non étatiques, en Russie, qui est une grande puissance de la désinformation, en Chine, chez d'autres acteurs. Et donc, du point de vue défensif, ça va certainement améliorer les choses, mais finalement, ça n'exerce pas de contrainte sur la manière dont les acteurs peuvent, eux, être plus ou moins sans foi ni loi dans leur manière de recourir à l'IA pour ces campagnes de désinformation. Moi, je serais peut-être plus nuancé sur un point. Le fait qu'effectivement les IA génératives permettent de générer des contenus de vrais fakes, d'ailleurs il y a des algorithmes qui s'appellent fake, effectivement très, très vraisemblables, etc. Je pense qu'on va apprendre, parce que quand on fait dire des choses très grosses à quelqu'un qui ne devrait pas les dire, je pense que pour beaucoup, le raisonnement suffira à traiter. Après, ça risque de devenir de plus en plus fin, et là, on va avoir des dangers. Par contre, je suis moins... Parce que si on regarde les bots, si on regarde actuellement ChatGPT, on nous dit, d'ailleurs les Américains nous disent, c'est pas la peine que vous essayiez d'en faire, c'est tellement cher et compliqué, hein, on a des modèles fondationnels, etc. Donc, un bot qui n'est pas fait avec beaucoup de moyens, beaucoup de données, etc., sera un pauvre bot dans l'interaction. Donc, moi, je suis sur les IA génératives, je pense qu'on n'a pas encore pris bien la conscience de ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. D'ailleurs, elles peuvent involontairement propager de fausses nouvelles sans problème. Enfin, elles ne font rien, elles ne font que traduire. Et elles peuvent... et pour le moment, le dialogue, ce n'est pas un dialogue de relance, hein, c'est un dialogue où on répond à des questions. Donc, quand on met tout ça, des modèles de qualité, au moins dans un premier temps, qui vont coûter très très cher, je pense que ça ne va pas durer parce que petit à petit, on va mieux maîtriser ces techniques. Tout va se jouer sur la donnée et effectivement la transparence. C'est-à-dire que peut-être qu'on va mettre au point des labels qui font qu'un bot qui n'est pas labellisé, eh bien, peut être éventuellement vu comme quelque chose qui va nous dire tout et n'importe quoi. Donc il y a ce travail-là qu'il faut faire. Et moi, je pense qu'il faut mettre en balance aussi, parce qu'on reviendra peut-être sur la différence fondamentale entre l'IA classique, même si elle est neuronale, et les IA génératives. Et je crois que les IA génératives peuvent devenir un outil de démocratie, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc sur les ingérences, oui, je pense qu'on nous en parle assez, peut-être pas assez, mais je pense que le problème va être toujours d'exercer sa perspicacité sur tout ça. Et si on a envie d'en découdre, eh bien sûr, on va écouter ceux qui ont envie d'en découdre. Est-ce que ça changera beaucoup les opinions ? On a des endroits où on dit quand c'était vraiment très partagé, etc. Je ne sais plus, en Tchéquie peut-être, il y a eu effectivement des choses comme ça. Donc je suis quand même moins alarmiste sur les fake news, etc. Parce que quand vous regardez les fake news qui ont eu lieu dans les 3 ou 4 derniers mois qui ont eu de l'impact, il n'y en a pas tant que ça.
Vous avez parlé d'IA générative. Si on se penche sur un point, on va dire, si on change de point de vue. Au sein des élections européennes aujourd'hui, on a eu comment dire, un petit accident au sein d'un parti politique qui a retouché des affiches de campagne avec des IA. Est-ce que vous pensez que si les partis politiques commencent à utiliser les IA génératives pour retoucher des informations X ou Y envers leur peuple, est-ce que cette pratique peut... Honnêtement, je trouve ça un peu bénin parce qu'on retouche tous les portraits. Il n'y a pas besoin d'IA générative pour ça. Donc tous les portraits que vous voyez dans des Paris Match et autres, etc., ils sont tous retouchés et sur les affiches aussi. Donc quelque part là, si c'était que ça, si le candidat ou la candidate sont un peu plus séducteurs ou séductrices sur l'affiche, est-ce que c'est vraiment très grave? Moi je pense qu'il y aura des choses beaucoup plus graves que ça. Si je peux juste ajouter quelque chose, je pense que ce qui est peut-être plus inquiétant de ce point de vue-là, c'est en fait du point de vue de la confiance que les opinions publiques accordent à leurs dirigeants. Et il y a un autre exemple qui est aussi anecdotique que celui-ci, mais qui est l'exemple de l'image retouchée de Kate Middleton. Et là aussi, en fait, on voit bien que cette psychose autour des deepfakes et de tout ce que l'IA générative permet de créer comme contenu à partir de rien, va à l'encontre de la confiance. Et ça, je pense que c'est en cela que c'est alarmant. C'est pas forcément, effectivement, on peut se dire c'est pas bien grave de retoucher, mais c'est plutôt que comme il y a ce contexte où il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de ces nouvelles technologies, ça peut avoir des conséquences dans le contrat social d'une certaine manière, mais vraiment qui est sur le rapport en termes de confiance. Je crois que vous avez dit, le mot essentiel, c'est les IA de confiance. Et ça, il faut effectivement construire par la loi, par les pratiques, par les labels. Quand on lit des journaux, on sait que ces journaux expriment des opinions, etc. Là, c'est au carré parce que ça donne beaucoup plus de capacité et de puissance. Mais il faut commencer à apprendre à conduire, entre guillemets, pour quelque part se faire des idées et trier. Parce que les fake news, c'est quand même c'est fréquent. Là, c'est la finesse, la pertinence de ces fake news et sa massivité qui peuvent poser problème. Donc le problème, ça va être comment construire la confiance, quoi. Non, mais je suis d'accord, et la construction de la confiance, confidence building, c'était les fils rouges du travail que nous avons fait dans toutes les lois que nous avons adoptées au niveau européen sur ces questions. Il est clair que nous devons assurer, nous avons imposé la transparence des algorithmes, parce que savoir comment ouvrir la boîte noire et savoir comment l'algorithme fonctionne, donner accès à l'algorithme aux journalistes, aux chercheurs, permet de mieux expliquer au public les fonctionnements, et ceci, c'est la base de la confiance. Connaître, pouvoir connaître et devoir expliquer, c'est le premier pilier de la confiance. La deuxième, c'est qu'on a imposé, à travers la loi sur les services numériques, au-delà du principe qui était fondamental, c'est qui est illégal hors ligne doit devenir aussi illégal en ligne. On a imposé des obligations nouvelles de modération, notamment aux grandes plateformes, mais pas que, sur toutes les activités qui ne sont pas illégales, mais sont dans cette zone grise qui peut mettre en péril, à risque, à provoquer des risques systémiques à la question de la sécurité, à la question au fonctionnement démocratique ou aux droits fondamentaux. Donc là, il y a déjà des obligations, avec des obligations de présenter des rapports, de reporting tous les 6 mois sur les mesures que nous avons prises du moment où on a identifié des risques de ce genre sur les réseaux sociaux. Et là, les piliers, je disais, de cette confidence building, c'est que même la liberté d'expression n'entraîne pas les droits à la viralité. Freedom of speech is not freedom of reach. Et donc, évidemment, quand on voit que, bien sûr, on ne veut pas censurer, mais du moment où il y a des contenus qui sont véritablement des contenus qui visent à créer des problèmes systémiques dans un environnement, il faut baisser la viralité. Donc, il faut obliger, et ça sera l'enjeu d'une bonne mise en œuvre
de la loi sur les services numériques, de la loi que j'ai portée en tant que rapporteur sur la publicité politique en ligne, imposer aux plateformes des modèles qui ne privilégient pas uniquement la viralité des contenus haineux, des contenus violents, etc. Les modèles qui fonctionnent maintenant parce que ça leur permet de recueillir des données et ce qui l'intéresse, ce n'est pas vraiment la violence du contenu, c'est les données qu'ils peuvent recueillir. Et même du point de vue des données, on a donné la réponse au niveau européen. Nous verrons comment ça sera mis en œuvre. Nous avons répondu au Cambridge Analytica. Vous faisiez aussi référence à ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica? On a pris millions et millions de données personnelles. On a créé une base de données, on l'a vendue à ceux qui étaient intéressés à acheter cette base de données. Prélevé illégalement, il n'y avait pas de loi, mais prélevé dans ces entreprises. Le Brexit, la campagne Donald Trump a bénéficié aussi de cela. Est-ce que sans Cambridge Analytica, les Britanniques seraient sortis du Royaume-Uni? Est-ce que Donald Trump n'aurait pas gagné les élections? Pour moi, ce n'est pas ça la question. Pour moi, une voix qui est manipulée dans un processus électoral, c'est une voix de trop. C'est une voix inacceptable. Et moi, j'en parlais avec un collègue britannique qui avait gagné dans sa circonscription en avouant qu'elle avait été aussi aidée par une manipulation des données, par des fake news. Il m'a dit oui, mais ce n'était pas décisif. J'aurais quand même gagné. Mais ce n'est pas une réponse, vous comprenez? Donc, ce que nous avons fait, c'est aussi interdire, tout d'abord, que quand il s'agit de processus électoraux, on puisse utiliser les données personnelles sensibles. Nous ne pourrons plus faire de la publicité politique en ligne avec les données de notre orientation sexuelle, religion, etc. C'est interdit. On ne pourra plus utiliser ces données pour essayer d'influencer les résultats d'une élection ou d'un référendum. Pour les autres données, il faudra donner notre consentement. Donc je crois qu'il faudra faire un refresh généralisé de notre présence sur les réseaux sociaux, et du moment où on fera ces refresh, ce qu'on appelle les données induites ou les données observées, donc les données que vous donnez, vous êtes observé, et à la lumière de votre comportement sur les réseaux sociaux, des likes que vous mettez, des photos que vous mettez sur Instagram, etc., vous recevez certains contenus. Moi, je suis un sportif, je suis un marathonien. Je mets mes photos de mes courses sur Instagram, j'y reçois, sans l'avoir demandé, des propositions des chaussures de running. Pour la publicité politique, nous l'avons interdit. Nous devons dire en avance que nous voulons être observés par Sandro Gaude, des candidats au Parlement européen, et seulement si vous dites que vous acceptez d'être observé par mon service provider, je pourrai vous proposer des contenus sur l'Europe. Donc, ce sont tous des mesures qu'on a prises. Et les labels. Vous disiez de labelliser. Tout ce qui est produit à travers l'intelligence artificielle sera labellisé dans les processus électoraux, dans les processus démocratiques. Donc je crois que, voilà, ça, ce sont des instruments. Après, il y a des attaques et des ingérences étrangères. Nous avons interdit les financements des campagnes électorales par des acteurs non européens dans les 3 mois avant une élection. Je crois qu'en France, ça parle, cette interdiction, voire 2017. Et après, il y a des attaques systémiques des acteurs étatiques et non étatiques. Là, on passe de la législation à la cybersécurité, Et on doit intégrer les attaques à travers l'intelligence artificielle et les tentatives de manipuler notre opinion publique à travers l'intelligence artificielle dans les logiciels d'une nouvelle doctrine de sécurité. Et c'est ça que nous sommes en train de faire et devons aller dans cette direction. Merci beaucoup. Monsieur le député, je sais qu'on vous attend... Non, c'est bon, ça a été réglé? Non, l'ARCOM a dit que ce n'était pas possible pour un soutien de Macron aller commenter les discours de Macron. Très bien. Je suis là. Très bien. Et dans ce cas-là, nous continuons. Vous avez évoqué la surveillance de masse. J'aimerais revenir sur ce point. Les Jeux Olympiques de Paris arrivent à grands pas. Le Parlement européen a voté une loi... Parlement français, excusez-moi, a voté une loi permettant l'utilisation de la surveillance automatisée avant, pendant et après les Jeux Olympiques 2024. Surveillance automatisée, pour resituer le contexte, c'est la surveillance vidéo qui est automatisée par de l'IA, en termes de reconnaissance faciale notamment. Alors nous ne sommes pas évidemment, je ne suis pas en train de comparer la surveillance automatisée à la surveillance de masse,
Mais est-ce que l'efficacité des intelligences artificielles ne tend pas vers la simplicité pour les institutions? Est-ce que les institutions n'auraient pas tendance dans le futur, proche ou à moyen terme, d'utiliser l'IA pour des enjeux sécuritaires, mais qui pourraient potentiellement, du moins, entraver les droits fondamentaux? Je pense que c'est le moment de faire la différence entre IA et IA. Parce que, effectivement, d'un côté, il y a de l'IA, ce qu'on appelle tout IA maintenant. C'est disons, de l'informatique avancée, du big data, etc. Où là, effectivement, on travaille sur soit de la recherche de liens causaux, logiques, etc., de l'IA symbolique. On a rajouté des couches de neurones pour aller quelque part modéliser et réaliser à partir de données un certain nombre de fonctions, donc d'extraction, de visage, etc. L'IA générative, c'est complètement différent. C'est complètement différent, ça opère différemment et ça ne fait pas les mêmes choses, ce ne sera pas la même utilité. Une IA générative, si on prend le plus simple, que tout le monde ou presque pratique, c'est ChatGPT par exemple, il y a eu des textes, beaucoup de données, différents textes, et à partir de ces données, on crée une forme de représentation transformée, c'est plus les événements et ce qui est dit, on va créer un champ complètement différent de probabilité de succession d'un mot par un autre. Et à partir de là, on va générer des réponses. Donc là, l'idée, sauf si vous investissez effectivement et que volontairement vous prenez des données qui vont biaiser toutes les réponses, etc., là, vous pouvez effectivement avoir des outils d'intoxication et tout. Mais si on arrive justement avec des lois où on est capable de dire on doit avoir une certaine forme de transparence sur les données qu'on a prises, on a des outils qui sont des outils de démocratie possible parce que, hors de ces outils, vous n'arrivez pas à appréhender toute la complexité du monde qui est croissant. Donc, vous cherchez quelque chose, vous allez chercher logiquement et tout, vous allez prendre qu'une petite partie des données disponibles et vous allez faire des erreurs aussi parce que vous aurez négligé tout le reste. Les IA génératives procèdent plutôt en statistique et probabilité. Ça veut dire qu'elles sont capables de vous faire instantanément, enfin en une minute, des résumés sur des sujets. Alors, elles ont aussi leurs erreurs qui est liée au fait que c'est la probabilité et la statistique. Et si les choses n'ont pas été assez présentes dans les données d'apprentissage, effectivement, on va avoir des hallucinations ou autres. Mais je crois qu'on a devant nous un outil de coévolution pour l'humain qui est capable, jusque-là, on a toujours fait avancer, on a toujours travaillé avec notre raisonnement, et avec succès, et on peut combiner ça avec une appréhension statistique de tout ce qui a été dit sur un sujet, et avoir là, effectivement, des outils d'exploration, coopération. Et il y a déjà, aujourd'hui, il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, il y a d'autres applications où on combine une IA générative et des moteurs de recherche classiques, qui vont nous permettre d'aller chercher des données précises. Donc on a un mouvement, et c'est pour ça que je comprends que l'aspect de régulation s'attache à tous les mauvais usages qu'on pourrait faire, mais il faut aussi, quelque part, prendre en main ces outils pour se rendre compte de tout l'intérêt. Je sais plus, j'ai discuté avec quelqu'un hier, il me disait, on parlait de la démocratie qui pourrait être, on prend un plan d'occupation des sols. Si vous entraînez une IA générative avec beaucoup de données là-dessus, vous pouvez avoir ceux qui vont proposer des modifications ou les autres parties prenantes peuvent utiliser le résultat de cette IA générative pour discuter réellement des choses. Donc on a vraiment un outil d'investigation, et il faut faire la part parce que l'identification du visage, c'est de l'IA, j'allais dire classique, c'est pas du tout génératif. Donc il faut effectivement pas mettre tout dans le même sac parce qu'on se plante à ces cas-là et on va rater des choses qui peuvent être vraiment, vraiment importantes. C'est comme pendant l'éducation, les premiers réflexes de dire, eh bien, si les élèves vont chercher une réponse sur ChatGPT, ils vont rien apprendre, c'est vrai. Mais si, par exemple, j'ai vu des profs qui disent, ben moi je pose une question à ChatGPT
Elle me répond ça et je donne ça aux élèves et je dis commenter. Hein. Et là, ils vont apprendre des choses. Donc, il faut être capable d'utiliser tous ces outils. Faire la part entre les vrais dangers, hein, et Dieu sait s'il y en a. Je pense qu'avec la massivité des IA génératives, on a une forme de garantie. Si on impose la transparence, on a des formes de garantie. Hein. Les problèmes de traçabilité, etc., là, c'est plutôt pour d'autres applications d'IA classiques, notamment militaires, hein, pour des usages militaires, où effectivement on a besoin d'explicabilité, etc. Dans les réseaux de neurones, ce qui est difficile avec les réseaux de neurones, c'est qu'on ne comprend pas vraiment comment ça marche bien, mais ça marche. Donc moi je pense qu'il faut faire du travail pour repositiver l'IA en général, les IA, j'allais dire classiques ou neuronales, qui vont détecter en santé, il y a un tas d'applications, etc. Et il faut poser la question fondamentale qui va être derrière, ce sont les données. Ça a été dit par monsieur le député. Effectivement, il faut travailler à l'urbanisme de ces données, à la confiance dans les données, parce que pour les IA génératives, si on a des données de confiance, on pourra avoir des IA génératives de confiance. Suite à ces mots sur l'IA et la démocratie, j'aimerais une réponse de la part de vous trois. Est-ce que, c'est une question simple, est-ce qu'on peut parler d'un antagonisme entre IA et démocratie? Qui souhaiterait commencer? C'est une vision très négative de l'intelligence artificielle que je ne partage pas. Moi, je crois que l'intelligence artificielle, c'est la plus grande opportunité pour l'humanité dans cette période historique. C'est comme l'époque de Gutenberg ou l'époque de la révolution industrielle. Donc, nécessairement d'être pessimiste, disons, frileux par l'évolution technologique et de dire ça c'est la fin de la démocratie. Non, pas au contraire. Ça peut faciliter la démocratie, ça peut faciliter la participation, ça peut faciliter l'information, ça peut faciliter l'organisation des processus électoraux, mais là, c'est un peu l'approche que nous avons choisi de suivre au niveau européen. Il faut choisir, tout d'abord, il faut avoir certaines valeurs très claires, et certains objectifs, et il faut essayer de l'encadrer. Et donc, évidemment, pour la démocratie, il faut établir des règles claires pour l'intelligence artificielle. Nous avons commencé à les faire. Peut-être que nous devrons les améliorer. Nous nous sommes donné 3 ans pour voir comment ces nouvelles lois sur l'intelligence artificielle et la démocratie, sur les services numériques et les processus électoraux, sur la publicité politique en ligne vont marcher. Et évidemment, je suis sûr que d'ici à 3 ans, nous verrons qu'il y a des choses à ajuster. Mais du moment où on a la conscience qu'il faut faire des choix conformes à nos valeurs, qu'on a les bons niveaux réglementaires, nous pouvons avoir confiance. Évidemment, il y a des risques. Mais les risques sont là en absence d'une action de l'autorité publique. Oui, moi je j'aime pas trop votre question parce que je trouve qu'en fait, de toute façon, c'est une vision performative de la technologie. Souvent, il y a un débat, notamment en sciences politiques, entre la neutralité ou la performativité de la technologie. Il y en a qui pensent que la technologie est performative, c'est-à-dire qu'elle est porteuse en elle-même d'une évolution qui peut être apocalyptique ou utopique. Et il y en a, et moi j'en fais partie, qui pensent que la technique est neutre en elle-même. Donc la question que vous posez, c'est un peu comme si vous demandiez y a-t-il un antagonisme entre IA et électricité? En fait, je pense pas. Entre électricité et démocratie. Je pense que tout dépend de la volonté politique. Et donc en fait, c'est un outil. Et je pense qu'il ne faut pas le voir comme autre chose que comme un outil qui effectivement peut être utilisé à des fins extrêmement malveillantes. Et on a déjà des exemples qui se font jour, mais qui peut aussi être utilisé for good, comme on dit. C'est tout le discours autour de l'AI for good. Mais attention, à mon avis, à ne pas doter cette technique d'autre chose que d'une portée instrumentale, en fait. Oui, moi, je vais continuer dans ce sens-là, enfin dans les deux sens. Imaginez que pour les élections européennes, on ait un sujet chaud. Je ne vais pas en prendre un parce que ça...
je me pose des questions pour voter pour un tel sur ce sujet. Comment je peux me procurer des informations là-dessus? Alors je peux aller chercher sur un moteur de recherche, je peux essayer il y a un tas de façons. Là, vous allez pouvoir avoir des outils où vous allez pouvoir aller chercher un certain nombre d'informations auxquelles vous n'auriez pas accès, si elle a été bien entraînée, bien positionnée, et vous allez pouvoir vous faire une meilleure opinion, une meilleure pensée, vous-même d'ailleurs, sans passer par des tiers de confiance qui, quelque part... Alors ça vaut pour la politique, mais ça vaut aussi pour l'achat, pour tout ça. Donc on a des outils qui peuvent bypasser un certain nombre d'intermédiations qui ont lieu. Il y a des inconvénients possibles, mais si vous voulez, si on prend les données en politique, le premier qui a utilisé les données en politique, c'est qui? C'est pas Trump, c'est son prédécesseur, qui avait mobilisé de façon très efficace. Il relevait des données, il relevait les votes précédents quand ils en trouvaient, la partie sociale à laquelle ils appartenaient. Et c'est Obama qui avait, avec des équipes de jeunes d'ailleurs, qui allaient passionnément. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est des outils. Convaincre fait partie du métier politique. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être unfair, quoi. C'est bien le problème. Donc la politique, c'est aussi de la communication, avec son degré de présentation des choses dans le sens où on pense qu'elles doivent être. Donc là encore, je pense que le problème que l'on va avoir, on a des outils pour mieux maîtriser la complexité, se faire son opinion. Le problème, ça va être comme dans la communication politique, il faut être capable de décrypter les messages que l'on vous envoie. Et c'est pas toujours facile, mais c'est l'expression du citoyen. Donc moi, je pense que la démocratie est de plus en plus de peine quand les centres de pouvoir s'éloignent de là où les décisions s'appliquent. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut être vigilant sur l'évolution de l'Europe. Et la démocratie s'éloigne quand ça devient tellement compliqué que seuls les experts peuvent fournir des éléments de réponse. Donc il y a un espace, il y a des points négatifs qui seront utilisés, et il y a, pour manipuler, ça c'est clair, mais il y a des espaces quand même qui peuvent très positivement faire penser que l'humain, petit à petit, va se donner des bons outils et c'est comme d'ailleurs dans le travail. On est en train de réfléchir sur ces aspects. On parle beaucoup d'emplois qui vont disparaître, etc. Il faut toujours se rassurer en regardant ce qu'on disait il y a 10 ans quand on disait dans 10 ans. En général, ça ne va pas comme ça, mais on a la perception que les tâches les moins qualifiées vont peut-être bénéficier le plus de ces IA génératives. Donc, moi je dis, oui, il y a des espaces de cohérence, de démocratie et IA, mais évidemment, il ne faut pas être irénique non plus, quoi. On a beaucoup parlé de données lors de cette première partie. On a vu que l'Europe, la vision européenne des données, de la gouvernance des données, se confrontait énormément avec la vision américaine et chinoise, notamment avec les différents papiers, différentes lois internationales. Est-ce qu'avec l'IA Act, se dirige-t-on vers une confrontation entre vision européenne de l'IA contre la vision chinoise ou américaine, par exemple? Là où je reprends l'exemple de données, où le Patriot Act se confronte avec le RGPD en Europe et où la loi chinoise, alors j'ai pas le nom initial, mais qui permet au gouvernement chinois de récupérer les données des entreprises chinoises. Est-ce que l'IA Act va donc avoir un destin similaire? Mais est-ce qu'il va-t-il se confronter à des lois internationales en termes d'entraînement des machines, en termes d'usage sur le territoire européen, par exemple? Alors, moi je vois une divergence et une compétition toujours plus dure entre nous et les Chinois. Et je vois une possibilité de dialogue et d'alliance entre nous et les Américains. Donc je fais un choix très assumé, très clair. Nous avons commencé au niveau des gouvernements, au niveau des commissions européennes, au niveau du travail parlementaire. Évidemment, au départ, dans le scepticisme de nos amis américains. Je prends une minute pour cette anecdote. Moi, depuis
mon élection au Parlement européen, bon, je suis très proche des démocrates américains et j'ai fait le choix d'aller régulièrement, justement pour ce sujet, intelligence artificielle numérique, d'aller régulièrement à la Maison-Blanche et au Congrès pour discuter avec nos alliés américains de ce que nous faisions. Et il y a 3 ans et demi, quand je suis allé voir la première fois les représentants de l'administration du président Biden et du Congrès, en disant alors nous allons faire une loi sur l'intelligence artificielle, sur les services numériques et Data Act, je disais, la réaction de nos amis américains, c'était « you'll never do it ». Vous n'allez pas du tout réussir, c'est impossible, vous n'allez pas réussir. Ok, bon. Et nous allons continuer. L'année après, du moment où on avait mis sur la table, on avait commencé les négociations sur Data Act, Data Governance, intelligence artificielle, Digital Service Act, Digital Market Act, Political Advertising, etc. Cyber Security. Il me disait, ah bah, vous en êtes où avec vos paquets là, législatifs Quand je suis allé en novembre, les membres du Congrès, ils nous ont dit, mais c'est exceptionnel, wonderful, exceptionnel ce que vous avez fait, parce que quand nous discutons avec les big tech à Washington, de si et comment nous pouvons introduire ces règles, introduire cette loi, la réaction des big tech, c'est impossible, it's impossible. Et si vous le faites, we're going to out of business, on va sortir. Et après, vous les faites en Europe, nous disaient les membres du Congrès, vous les faites en Europe et vous donnez à nous plus de force pour insister avec les big tech pour aller dans une direction similaire. Évidemment, pas identique, parce qu'il y a des choix aussi d'approche qui sont différentes. Et la preuve que ce processus est en cours, c'est les décrets, l'executive order, disons, traduit en français, je dirais, les décrets présidentiels de Biden du 3 novembre de 2023. Parce que si vous prenez ces décrets du président des États-Unis, vous allez voir que, tout d'abord, les questions que les Américains se posent par rapport à l'intelligence artificielle sont les mêmes que nous posons, que la question des données a poussé le président Biden à demander au Congrès d'élaborer une loi sur les données similaire au GDPR. C'est GDPR qu'en 2016, on se faisait moquer par les Américains. On se faisait moquer du moment où on a adopté notre loi sur les données personnelles en 2016. On va détruire les business, c'est anticompétitif, vous les Européens, vous êtes ridicules, on ne respectera jamais ça. Aujourd'hui, on a ce débat. Donc moi je crois qu'il y a la possibilité d'une convergence, c'est aussi un choix géopolitique. Moi je crois que nous devons avoir une autonomie stratégique en tant qu'Européens. Je crois que nous sommes en compétition avec les États-Unis dans plusieurs domaines. Je crois que les dangers ne viennent pas de Washington, viennent de Pékin. Donc j'assume aussi le fait que sur les commerces et la technologie, nous avons bien fait d'établir un Trade and Technology Council, un conseil pour le commerce et la technologie entre nous et les Américains, comme nous avons fait entre nous les Indiens. Et c'est aussi un domaine dans lequel nous discutons avec les Américains exactement de ces questions. Nous, avec notre paquet que j'ai décrit, eux, avec l'Executive Order. Au niveau de l'OCDE, il y a un groupe de travail qui est co-présidé par la France et les États-Unis sur l'intelligence artificielle. Au G7, cette année, sous présidence italienne, nous allons avancer encore plus sur la question est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une approche G7 à la question de l'intelligence artificielle du point de vue du développement d'une économie numérique et du G7, mais aussi du point de vue de la cybersécurité. Donc, je crois que nous pouvons avancer et nous devons avancer dans cette direction, tout en sachant que sur certaines questions, nous sommes plus à la recherche d'un équilibre entre valeurs fondamentales et développement de l'innovation du business. Les Américains sont, disons, plus pour une approche les moins des règles possibles. Mais la dernière question, c'est que ceci, quand même, commence à amener des premiers résultats. C'est un processus très long, mais la résolution des Nations Unies sur l'intelligence artificielle a été très influencée par les Européens et par les Américains. C'est clair que déjà, c'est très difficile au niveau européen, parce que si vous parlez avec nos collègues tchèques et vous travaillez sur la même question d'intelligence artificielle entre nos collègues tchèques, nos collègues baltiques, les Français et les Allemands, c'est déjà des approches
plutôt nuancé. Il y a pas, mais nous avons réussi. C'est aussi difficile, mais important, un dialogue entre Américains et Européens. Évidemment, au niveau des Nations Unies, vous avez les Chinois, vous avez les Russes, mais déjà la résolution des Nations Unies sur l'intelligence artificielle a été influencée par nous, parce que nous sommes les plus avancés dans la tentative d'une nouvelle approche stratégique et législative aux questions dont on parle, et je crois que nous devons procéder dans cette direction. Moi, le premier point, c'est qu'effectivement, on ne peut pas parler des Américains, parce qu'effectivement, quand des GAFAM ont des attitudes prédatrices, les entreprises américaines le subissent aussi. C'est pour ça qu'ils étaient très contents que le RGPD ait été fait, etc. Parce qu'effectivement, on dit les Américains, les Américains. Après, il ne faut pas confondre un allié et un ami. Les Américains sont des alliés, c'est clair. C'est clair qu'ils sont effectivement, la Chine, avec sa surveillance de masse pour que les citoyens se comportent bien, etc., c'est dictatorial, on est d'accord. La surveillance de masse, ça a quand même été aussi inventé en même temps aux États-Unis. Donc il y a une surveillance de masse qui est faite. On ne peut pas passer sous silence que notre président ait été écouté il y a une dizaine d'années, c'était celui d'avant, que Merkel ait été aussi écoutée, etc. Il ne faut pas jouer naïvement avec les Américains, parce que quelque part, ils ont des intérêts, et ils avanceront sans vergogne. Donc, je pense qu'on ne peut pas... Moi, je suis, par exemple, plus adepte du terme qui est d'ailleurs dans notre ministère, de la souveraineté de l'industrie et du numérique, que l'autonomie stratégique, parce que la souveraineté, elle s'assume. Ça ne veut pas dire que vous faites tout ce que vous voulez, etc. Il y a des rapports de force qui sont clairs. L'autonomie, ça se demande. Les Corses vont demander leur autonomie à la France. Okay, donc, c'est sémantiquement quelque chose de complètement différent. Donc, je dis bien sûr qu'il faut travailler avec les Américains. Bien sûr, à un moment, on a travaillé avec les Chinois sur les télécoms, mais ce n'était pas idiot parce qu'ils finissaient par être plus avancés que nous. Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans une zone géopolitique très dangereuse parce que les États-Unis, qui sont les leaders mondiaux, ont été mis en difficulté par les Chinois. Et du coup, il faut être du côté du bien ou du côté du mal. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait le bien et le mal. Donc, il faut travailler avec nos amis américains, nos alliés américains. Ils sont sans vergogne au niveau économique. Ils nous espionnent, c'est clair. On a beaucoup d'exemples avec nos amis anglais pendant un moment. Donc, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Et par exemple, sur les IA génératives, si on regarde leur discours, comme ils ont fait la même chose sur le cloud il y a 10 ans, en disant, de toute façon, c'est très cher, on n'y arriverait pas, il y a des seuils et tout. Nous, on est en avance et on est prêt à vous aider. D'accord ? Je pense que si en France et en Europe, on ne développe pas un écosystème puissant là-dessus, on sera vassalisé. Et vous savez ce que signifie vassal. Quand on est vassal, ça veut dire que le jour où il faut faire la guerre, il y a l'ost, et vous envoyez des troupes comme tout le monde. Donc moi je pense que je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas être anti-américain. On nous dit que la Chine est la pire chose au monde. Il faut quand même regarder comment fonctionne la Chine. Il faut quand même regarder les problèmes qu'ont les Chinois. Et on ne peut pas, au départ, le problème c'est qu'ils en font un mauvais usage. Au départ, la citoyenneté, faire le citoyen, c'est pas tout à fait... Moi je me souviens être à Shanghai, il y a une dizaine d'années, ils nous ont emmenés dans un endroit où toutes les données de la ville convergeaient. On était effarés, parce qu'on se dit, il n'y a pas de contrôle sur l'utilisation des données. Mais ce que font les Américains de la surveillance de masse, ils ne nous en parlent pas. Et en général, ils ne dépensent pas des milliards pour rien, il ne faut pas exagérer. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde un peu plus dur, et je pense que la voie de l'Europe, c'est pas d'être derrière les Américains. La voie de l'Europe, c'est effectivement de jouer de son pouvoir, qu'elle joue bien. Le travail qui a été fait sur toutes les données, tous les actes, etc., c'est effectivement un travail d'intérêt, j'allais dire, mondial. Donc ça, on le fait bien. Maintenant, si on n'a pas la puissance économique derrière,
eh bien, toujours, les oligopoles qui sont là avanceront leurs solutions, contourneront, etc. Et tout. Donc, il faut en même temps assumer ce rôle-là que personne d'autre joue dans le monde. Donc, je suis admiratif de ce qui est fait au niveau européen, mais aussi se donner de la puissance économique et d'usage, parce qu'autrement, ils nous contourneront. Regardez le transfert de données. Ça fait 10 ans qu'on a été dans ces transferts de données. Ça continue comme avant, depuis 10 ans. Ça c'est absolument intéressant pour moi, en tant qu'élu en France, mais disons très européen. Là, on est vraiment au cœur de la question. C'est vraiment au cœur de la question. Pour moi, c'est inconcevable au niveau international de mettre les Chinois et les États-Unis, je ne dis pas que vous l'avez fait, les Chinois et les États-Unis au même niveau. Parce que pour moi, les alliances internationales se font avec un partage d'une vision du monde et un partage de certaines valeurs. Mais c'est vrai que, justement, nous parlons depuis un petit moment des puissances, finalement, des puissances militaires, des puissances numériques, des puissances industrielles européennes, parce que dans les alliances, moi, ça me plaît l'alliance entre égaux, ou en tout cas les alliances entre puissants. Pas l'alliance entre un puissant et des faibles. Là, je dirais que on doit, nous les Européens, nous prendre acte que la période à laquelle on déléguait la sécurité aux États-Unis, et ça pourrait être aujourd'hui une sécurité numérique, où on assurait notre énergie en travaillant avec les Russes, et nous assurons notre croissance économique en faisant du commerce avec les Chinois, cette époque-là est révolue. Mais du moment où on se dote d'une certaine puissance, donc on dit, mais pourquoi pas un cloud européen? Qui a dit que sur l'intelligence artificielle générative, on n'aura pas les ressources, l'intelligence? Évidemment, c'est là aussi la question des investissements. Comment stimuler les investissements au niveau privé? Comment travailler au niveau public? Mais du moment où on a développé cette puissance, il faudra choisir ses alliés. Je ne dis pas ses amis et je ne dis pas naïf. Choisir ses alliés. Et sur la scène internationale, moi, une Europe puissante, moi je la veux alliée de ceux qui ont nos valeurs, qui se trouvent à l'ouest, et pas de ceux qui ont une vision du monde. Et totalement différente de la nôtre. Du moment où on nie qu'il y a des valeurs universelles, j'ai très peu de choses en commun avec des gens qui nient qu'il y a des valeurs universelles. Après, il faut être réaliste. Il faut travailler avec les Chinois. Il faut avoir des rapports économiques avec les Chinois. Mais les Chinois nient l'existence même des valeurs universelles. Et ça, c'est une question fondamentale. Donc moi, je veux une Europe qui se donne la puissance pour être maître de son destin, pour avoir ses choix, mais que sur la scène internationale, ça sera ma culture, ça sera mon expérience. Mais moi, entre la Chine et Washington, une Europe puissance, je la préfère du côté de Washington que du côté de Pékin. Mais moi, je ne suis pas pour les choix binaires. Et se mettre en situation de choix binaire, c'est déjà ne plus avoir de souveraineté. Non, mais moi, je veux pouvoir choisir. Et du moment où je peux choisir, je vous dis déjà quel est mon camp. Moi, de mettre sur le même plan la Chine et les États-Unis, qu'il s'agisse d'industrie, de sécurité, des militaires, d'intelligence artificielle, pour moi, c'est quelque chose qui est, du point de vue géopolitique, une erreur. Et si je peux juste compléter, d'une part, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur l'autonomie, parce que étymologiquement, l'autonomie, c'est autonomos, c'est se régir par ses propres règles. Et c'est exactement ce que l'Europe a fait avec l'AI Act, et c'est en ce sens que pour moi l'AI Act est une belle victoire, puisque l'Europe a réussi à se placer en puissance normative, à être la première, et d'ailleurs les Américains reconnaissent ça, même les Chinois, moi j'ai entendu des Chinois dire on veut faire notre AI Act, etc. Donc c'est quand même une belle victoire de ce point de vue-là. Néanmoins, le débat que vous venez d'avoir illustre pour moi très bien le risque géopolitique qui se pose actuellement, qui est le fait d'avoir en fait des régulations qui avancent en ordre dispersé et avec un besoin de se positionner. Or, moi je suis plutôt universaliste aussi, et je pense que la seule manière d'avoir une maîtrise des risques associés à l'intelligence artificielle,
artificielle, c'est d'avoir une approche multilatérale. Et c'est pour ça que, vous avez mentionné la résolution de l'ONU sur le sujet, il faut maintenant vraiment transformer l'essai et arriver à porter tous ces garde-fous qui ont été savamment identifiés dans le cadre de l'AI Act à l'échelle multilatérale et donc dans le cadre onusien. Le rapport que l'on va faire s'attirera peut-être pour des IA génératives des Lumières. Ça veut dire que l'universalisme, le problème, c'est pas... Moi, je suis profondément européen, mais pas forcément d'une façon ou d'une autre. On a le droit de discuter sur la façon dont on l'est. Et après, il y a le réalisme, bien sûr. Il y a le réalisme, mais le réalisme, on le pousse un peu loin quand même. Quand les Allemands achètent des avions américains alors que les nôtres sont tout aussi bons, là c'est du pragmatisme américain. On vous oblige à vendre les choses, on vous oblige à acheter les choses. Mais évidemment, ils nous offrent une couverture militaire. Donc, c'est pas parce qu'il y a une racine latine sur autonomus, l'autonomie, je vous dis que l'autonomie, les Corses demandent leur autonomie. Les Bretons disent « Ah ben nous aussi on veut l'autonomie, mais on le demande, on la prend pas. » Et c'est ça le terme souverain. Moi j'étais avec un certain nombre, on avait créé un institut de la souveraineté il y a une petite dizaine d'années. On nous disait « Vous êtes du Rassemblement national. » Non, mais je vous dis, il y a eu beaucoup de réactions de ce type-là. La souveraineté, c'est pas quelque chose, c'est pas un mot que l'on doit cacher. Souverain, c'est être en capacité de décider. Et quand on décide, on le fait aussi en fonction des forces, en fonction d'eux. Si effectivement il y a une grande guerre mondiale entre la Chine et les États-Unis, on décidera en toute souveraineté de suivre le camp américain. Mais on a le choix. Le problème, c'est que si on n'a pas le choix, on ne se met plus en situation plus d'autonomie. Du moment où vous parlez d'Europe souveraine, pour moi, c'est de la musique pour mes oreilles. Parce que ça fait des années qu'on se bat pour une Europe souveraine et qu'on veut défier ceux qui disaient que le mot Europe et le mot souveraineté, c'était un oxymore. Non. L'Europe est née comme un antidote à l'exercice des puissances nationales, voire nationalistes entre Européens, mais aujourd'hui, l'Europe doit devenir une puissance à l'échelle globale à travers une souveraineté européenne. Est-ce que les Américains ont envie qu'on soit souverain? Moi, je dis que non. Mais ils devront. Ça dépend pas des Américains, ça dépend de nous. Si nous faisons les choix d'être souverains, nous pouvons mieux choisir après nos alliés. Nous ne sommes pas obligés de nos alliés, mais nous pouvons mieux choisir nos alliés. Mais dans les choix, je vous ai déjà annoncer quelles sont mes préférences. Mais je veux, comme vous, pouvoir choisir. Oui. Alors, après ce long débat, ce long partage, très intéressant, tout à fait, on a évoqué durant ce débat 2 points, le point militaire, et notamment on a parlé d'avions. Hier, un article est apparu sur Aerocosmos, un magazine qui traite généralement tout ce qui est aviation militaire, où un test a été fait sur un pilote de F-35 qui effectuait des manœuvres de combat contre un avion à peu près similaire, piloté par une IA. On en vient à une seconde thématique qui est le rôle de l'IA dans les conflits armés. En effet, le conflit en Ukraine a mis en avant l'usage des drones kamikazes. Quand on va sur plusieurs salons de défense, que ce soit Minipol par exemple, on voit de plus en plus d'entreprises qui présentent leur logiciel dessin de drones. Et nous avons eu plus récemment, lors des conflits sur la bande de Gaza, l'usage d'IA par Israël. Madame de Roussy-Rochegonde, pouvez-vous nous présenter succinctement l'usage de l'IA, même s'il est très large, dans les armées et potentiellement son avenir et comment il peut évoluer? Est-ce qu'on peut parler seulement, je me permets l'expression, est-ce qu'on parle seulement de robots tueurs? C'est une bonne question parce qu'effectivement c'est souvent réduit à ça. En réalité, il faut bien comprendre que les techniques d'intelligence artificielle peuvent être utilisées dans l'intégralité des forces. Donc ça peut être utilisé à des fins absolument pas
problématiques ou dangereuses, par exemple en logistique, en maintenance, en mobilité, en navigation, ce genre de choses. Il y a d'autres usages qui posent plus question. On a parlé de la question des manipulations de l'information et donc de la lutte informationnelle. Ça, c'est déjà un usage qui peut être plus controversé, y compris pour nous. Enfin, c'est des questions qu'on se pose. Je veux dire, on est victime de campagne, mais on a aussi un questionnement sur la manière dont nous, on peut utiliser nos narratifs, les pousser, etc. Le sujet qui est le plus débattu à l'échelle internationale, c'est effectivement la question de l'autonomie des systèmes d'armes, qui est résumée sous le vocable robot tueur, qui est assez médiatique en réalité. C'est pas comme ça qu'il est discuté, notamment dans les enceintes de négociations internationales. Et là, il s'agit de rendre possible le fonctionnement d'un certain nombre de caractéristiques des systèmes d'armes sans intervention humaine. La définition de travail, puisqu'il n'y a pas vraiment de définition communément admise, mais c'est des systèmes qui sont, une fois activés, capables d'identifier et d'engager une cible, c'est-à-dire d'ouvrir le feu, sans autre intervention humaine. Et donc, il faut dire d'abord que ces systèmes entièrement autonomes n'existent pas à l'heure actuelle. D'un point de vue technologique, on s'en rapproche en termes de capacité. Ça pourrait devenir de plus en plus possible, mais ça n'a jamais été utilisé, ou en tous les cas pour ce qu'on en sait, de la sorte. Il y a eu un rapport de l'ONU qui avait fait beaucoup parler, qui parlait d'un drone qui serait devenu complètement autonome en Libye et qui aurait décidé de continuer sa mission sans son opérateur, etc. Bon, c'est quand même assez controversé. Et là, donc, dans la manière dont c'est utilisé en Ukraine et à Gaza, donc en Ukraine, effectivement, c'est beaucoup pour perfectionner les drones et notamment faire face aux moyens de guerre électronique. Donc la guerre électronique, c'est tout ce qui permet de brouiller les liaisons avec les systèmes d'armes. Et en 2014, en fait, il y avait déjà eu un recours aux drones dans le conflit, au moment de l'annexion de la Crimée. Mais grâce aux capacités de guerre électronique russes, les drones tombaient, parce qu'un drone, jusqu'à présent, quand il perdait la liaison avec son opérateur, il n'était plus capable d'avancer. Et donc l'autonomie sert à ça, sert à permettre au drone de continuer à avancer, voire de continuer à exécuter sa mission. À Gaza, c'est un peu différent, puisque là, ce à quoi on assiste, c'est à des programmes informatiques qui font du ciblage, c'est-à-dire qui identifient des cibles potentielles, dans la bande de Gaza en l'occurrence, en s'appuyant sur un certain nombre de critères et un certain nombre de données qui sont d'ordre très hétérogène, puisque ça peut être du renseignement humain, des écoutes téléphoniques, des images de drones, des images satellites, etc. Et toutes ces données sont agrégées, sont croisées et produisent des recommandations de cibles de manière très massive, et ça a vraiment démultiplié les capacités de ciblage de l'armée israélienne. Le chiffre qui a été donné par l'organe éditorial de Tsahal, c'est qu'en fait, avant le recours à ce type de programme, Tsahal était capable d'identifier une 50aine de cibles par an, et désormais, elle est capable d'identifier une 100aine de cibles par jour. Donc on voit que c'est quand même vraiment sans commune mesure. Et c'est très intéressant d'assister à ça, parce qu'on voit vraiment des utilisations concrètes, opérationnelles en train de se faire. D'ailleurs, l'Ukraine est devenue un laboratoire à ciel ouvert de ces techniques d'intelligence artificielle à des fins militaires. Toutes les entreprises de la défense ont maintenant des antennes à Kiev pour essayer de développer ces technologies. Et ce à quoi on peut s'attendre, en fait, c'est justement à une sophistication accrue, puisque maintenant, les systèmes dont on parle sont combat-proof, quoi. En fait, ils ont été testés opérationnellement, ils ont bénéficié de retours d'expérience qui permettent de corriger tout un tas de limites techniques sur le terrain. Et donc, on voit vraiment l'intelligence artificielle prendre une place de plus en plus importante dans les systèmes de force des grandes armées et des grandes puissances militaires. Pour continuer sur ce sujet, alors généralement, lorsqu'une technologie apparaît dans la société civile, il est, on va dire, habituellement, la technologie vient de l'armée. Par exemple, Internet venait de l'armée américaine, qui a ensuite été transmis à la société civile.
Aujourd'hui, on a un schéma qui est inverse, où des sociétés privées, généralement spécialisées dans l'IA, développent leur propre technologie pour les vendre ou vendre leurs services à l'armée. Est-ce que le fait que les sociétés privées, plus ou moins liées ou non à leur état respectif, développent des technologies destinées aux armées, est-ce que les États, suite à cet inversement de développement de technologie, ferait perdre le contrôle aux États par rapport à l'IA? Alors évidemment, on a parlé du juridique avant, donc la réponse serait non, étant donné que le juridique encadre tout, mais je pense que votre avis sera intéressant à développer. Oui, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. D'une part, ce qui est compliqué actuellement pour les États, c'est que les programmes d'armement sont des programmes qui s'inscrivent dans un temps très long. C'est-à-dire que c'est vraiment 10, 20, 30, 40, 50 ans, par exemple, pour un porte-avions. Le futur porte-avions, on est en train de le prévoir depuis déjà quelques temps et il sera opérationnel bien après 2050. Donc on voit que c'est pas du tout la même temporalité que les entreprises de nouvelles technologies qui, elles, sont sur des rythmes d'innovation extrêmement rapides avec des innovations qui apparaissent en un trimestre. Déjà, il peut y avoir une nouvelle version d'un modèle ou autre. Et ça, c'est très difficile de réconcilier ces deux temporalités. Et c'est ce qui fait que, jusqu'à présent, les armées ont eu beaucoup de mal à intégrer les briques technologiques qui apparaissaient en dehors de leur écosystème habituel, qui est l'écosystème de la base industrielle et technologique de défense, les usual suspects des industriels de la défense que l'on connaît. En parallèle de ça, effectivement, ça pose la question, là pour le coup, de la souveraineté des systèmes, puisque on a parfois des entreprises qui font, par exemple, de l'intelligence artificielle embarquée, qui ne sont pas nécessairement françaises, pour le cas qui nous occupe, mais qui proposent des innovations qui peuvent être extrêmement utiles sur le champ de bataille. Et donc la question qui se pose dans ces cas-là, c'est de la confiance que une armée peut placer dans un système qui a été développé dans un autre État ou dans une entreprise qui est une entreprise étrangère. La France est quand même particulièrement réticente à ça. Elle a vraiment une culture de fabriquer ses propres avions de chasse, ses propres systèmes de manière générale. Même si, par exemple, pour les drones, elle a été contrainte de finir par acheter des drones américains, mais parce qu'elle avait un peu raté le coche. Et donc, finalement, l'enjeu sur le plan de la maîtrise des technologies, il est plutôt de cet ordre-là. Parce que de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un aspect peut-être un peu plus rassurant, c'est que tous les matériels de guerre sont soumis à un examen extrêmement strict, dans le cadre de la SIEMG notamment, qui vraiment observe scrupuleusement tout ce que la France est susceptible d'utiliser, d'exporter, etc. Et donc, en tous les cas, je ne vois pas de risque lié au fait que ce soit des acteurs plus petits, plus agiles, etc., compte tenu de la lourdeur et de la rigueur des processus d'examen des matériels de guerre en France. Moi, je crois que là aussi, vous avez touché un des points centraux. Disons, ce n'est pas une contradiction, mais une question ouverte qu'il faut aborder si nous voulons être conséquents, si nous voulons être cohérents avec les mots que nous utilisons et avec les choix et les objectifs que nous nous fixons. Parce que nous avons parlé de souveraineté dans l'intelligence artificielle, là on parle de souveraineté géopolitique, on parle d'industrie de la défense. Il est clair que nous devons tourner la page. Il est impossible d'avoir une cybersécurité européenne. Il est impossible de parler défense européenne sans développer des projets industriels communs européens. Donc il est clair qu'il y aura toujours de la concurrence entre les industriels de la défense, français, italiens, suédois, allemands et espagnols un peu.
Mais il y a de la concurrence aussi en France entre différents acteurs. Donc ceci fait partie du jeu, mais nous devons faire des choix, nous devons développer des projets industriels communs, parce que et nous devons les faire notamment dans nouveaux domaines tels que les drones, ou tels que l'application du potentiel numérique, de l'intelligence artificielle aux militaires. Et là, nous devons décider de les faire ensemble. Et ça, c'est un des objectifs, une des grandes priorités de cette nouvelle phase. Et c'est tout à fait possible, mais nous devons faire un pas en avant et nous rendre compte que du moment où on est dans l'époque et que les experts des relations internationales, comme notre experte, parlent de power politics, hein, on est dans une époque de power politics, non, dans les comptes des rapports de force, où sans doute le multilatéralisme est important, etc., mais on est dans les rapports de force. Les rapports de force, ça se mesure aussi dans la force qu'on a dans l'intelligence artificielle appliquée aux militaires. Okay? Alors, dans les power politics, si tu ne donnes pas les power, la puissance, tu ne fais pas de la politique. Et si nous ne faisons pas ces choix, du moment où on réorganise le monde du point de vue aussi de l'intelligence artificielle appliquée aux militaires, autour de la table, si tu n'es pas autour de la table, tu es dans le menu. Et moi, d'être dans les menus des Américains ou des Chinois, je n'ai aucune envie. Et donc, nous devons faire ces choix. Pas sur tout, mais sur des choix, sur des questions clés. Je crois que la question des drones à l'actuel, c'est une question clé. Oui, moi, je dirais, je suis en accord avec tout ce qui a été dit. Bon, le fait qu'effectivement, le numérique bouleverse, parce qu'il ajoute de nouveaux systèmes, transforme les systèmes, et effectivement avec des vitesses d'innovation qui sont beaucoup plus grandes, c'est ça qui est vraiment important. Et donc effectivement, si on est cohérent, si on veut développer des drones européens, si on veut avoir des entreprises qui innovent, petites, hein, il ne faut pas qu'elles soient forcément à Vierzon, quoi. Il n'y a pas de problème, il faut aller les chercher là où ça peut aller. Mais par contre, la constitution d'une défense européenne est quelque chose c'est un sujet difficile. Hein. D'ailleurs, on a perdu, avec les Anglais, on a perdu une force de frappe aussi tout à fait importante. Les Allemands se remettent dans le jeu. Et le problème, c'est que pour le moment, je pense que la protection de l'OTAN nous rassure, mais ne nous motive pas. Donc, et à ce titre-là, les présidents américains, ils n'ont pas une si grande importance que ça, parce que là, aux États-Unis, il y a de l'élaboration de politique et tout, c'est du solide, ça joue sur la forme. Mais certains disent que, en fonction aussi des élections, hein, qu'il y a des présidents américains qui sont expansionnistes, qui veulent assurer un leadership mondial, et d'autres qui veulent se replier sur les États-Unis. Et Trump était un mélange, mais il avait une incitation à ce que les Européens se prennent en main, qui effectivement, on a reperdu dans l'autre sens, quoi, hein, dans le basculement. Et cette incitation, elle doit être importante, donc je pense qu'il y aura forcément de la concurrence. Hein. Il faut voir aussi que si on prend les États-Unis, dans le domaine du spatial, il y a certes l'OMC qui maintenant est moribonde, hein, puisque les États-Unis s'assoient dessus. Si on veut subventionner, on subventionne, il n'y a plus de problème. Mais simplement, quand ils ont voulu dire on veut, au niveau spatial, hein, reprendre du leadership, ils ont fait un appel d'offres, ils ont missionné 2 entreprises pour ce faire. Hein. Il y a une entreprise qui a été plus rapide que l'autre, hein, bon, ok, mais ils ont leurs résultats. Hein. Donc ça veut dire qu'au niveau européen, je pense que la défense, c'est effectivement il faut qu'elle soit régalienne au niveau européen. Ça ne veut pas dire qu'on unifie tout. Hein. Et là, c'est un gros débat qu'on ne fait jamais entre une approche fédérale européenne pour lequel il y a un instrument pour lequel on va voter qui s'appelle un Parlement. Hein. Il y a un Parlement, comme vous avez une Chambre américaine, c'est des éléments de fédéralisme. Hein. Et vous avez une réunion des dirigeants du Conseil qui, lui, est plutôt de type confédéral. Et vous avez une commission au-dessus
qui jouent un peu des deux, entre les deux, etc., pour imposer des choses qui ne sont pas forcément voulues, désirées, pas assimilées. Donc on a un problème au niveau européen important, et je crois qu'il y a quelques tests comme ça qu'il va y avoir. Il y a la défense, qui est un sujet régalien. Les IA vont l'être, hein, je crois, parce que c'est un instrument de civilisation. Donc si on pense qu'il y a une civilisation européenne cognitive avec des valeurs, il faut quelque part se donner les moyens. Donc, et ça, par contre, ça ne peut pas se faire en catimini, ça ne peut pas se faire en force, en changeant des règles au dernier moment, comme c'est en train peut-être de se faire. Non, c'est un vrai débat à avoir, et je pense que fondamentalement, les peuples européens sont pour l'union, fondamentalement. Par contre, ils veulent avoir leur mot à dire sur les formes que ça prend. Et que non pas, comme un des fondateurs de l'Europe, un père français, qui a écrit un jour, de toute façon, on le fera contre leur avis. Et là, je pense que c'est une faiblesse de l'Europe d'essayer de faire des choses contre les avis. Il y a une occasion formidable. Les calendriers vous donnent une occasion formidable. Si en France, on utilise les élections du 9 juin, pas pour une présidentielle anticipée ou pour une revanche de 2022, mais pour décider entre Européens quel est notre avenir commun, nous avons fait un pas en avant dans la direction que vous indiquez, qui est absolument la mienne. Je pense que beaucoup de partis sont pro-européens, hein, mais ils n'ont pas forcément la même vision de l'Europe. Et je crois qu'en plus, l'élection européenne, elle est magnifique, puisqu'il n'y a pas besoin d'arriver en tête ou pas en tête, ce n'est pas ça le problème. C'est d'envoyer des gens, des députés européens, correspondant à ce que l'on pense. Hein. Voilà. Donc du coup, et en plus, on n'a pas une coalition. Si vous avez une présidentielle, à la fin, il y en a deux, il y en a un qui gagne, quoi. Là, tout le monde peut gagner, avec plus ou moins de députés, selon la conviction qu'il aura faite que ses idées sont bonnes, quoi. Alors, nous avons un peu de temps pour une dernière question. C'est long, ce débat. Ah, tout est long, tout est long. C'est un marathon. Alors, une dernière question avec une réponse rapide. On va essayer de se projeter. La Commission de l'intelligence artificielle a donc rendu un rapport, et dans ce dernier, ils évoquaient, ou du moins ils recommandaient, la création d'une organisation mondiale de l'intelligence artificielle, qui est censée réguler l'usage de cette dernière dans le monde, est censée centraliser les avancées scientifiques. Est-ce que, selon vous, c'est une possibilité? Et est-ce que cela semble, du moins faisable, avec les différents conflits? Ouais, d'abord, si elle était mondiale, il faudrait mettre aussi les Russes, les Chinois, les Coréens, les Indiens, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas commencer par les institutions, il faut commencer par faire. Et quand on fait, ensuite, on peut créer des institutions parce qu'on a compris le problème. Le problème de proposer des choses comme ça sans avoir compris, c'est comme quand on annonce dans ce rapport où il y a un tas de choses très intéressantes, mais quand on annonce que ça va faire 1,3% d'augmentation du PIB par an, honnêtement, ça repose sur rien, puisqu'on n'a pas encore compris comment les choses allaient se développer. Donc moi, je pense qu'il y a l'ONU qui a pris des positions en disant il faut quelque part un peu faire évoluer ou refonder l'ONU. Et il parle effectivement de données, d'intelligence artificielle. Il parle de prospective aussi, foresight. Il parle de comportement. Et je pense que c'est la bonne décision. On a un organe qui est là. Pourquoi est-ce qu'on irait créer un truc ou un machin, selon ses opinions, qui se donnerait l'idée qu'il va rouler, enfin, faire alors que les gens ne sont pas d'accord, alors qu'ils ont des intérêts contradictoires, etc. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment faire, développer, parer les inconvénients, comme on en a parlé, développer, et la gouvernance, elle viendra, quoi. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que d'abord, c'est très important. On en prend le chemin, d'ailleurs, parce que c'est une recommandation, effectivement, qui a été faite à l'échelle française, mais qui est aussi appelée de ses voeux par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, depuis plusieurs mois maintenant. Et je pense que, en fait, de la même manière que dans un cas qui, moi, me semble être un précédent très pertinent pour parler de l'intelligence artificielle, qui est celui du nucléaire.
Le nucléaire a changé énormément de choses, a complètement remodelé un nombre incalculable d'activités, et c'est une technologie qui était duale, c'est-à-dire qu'elle avait des applications à la fois civiles et militaires. Et on s'est dit qu'il fallait sans doute attendre, voir ce qui était possible de faire, etc. Bon, ça a donné Hiroshima et Nagasaki. Je pense qu'il ne faut pas forcément attendre de voir les effets les plus destructeurs de l'intelligence artificielle, et moi je parle de ma place qui est les applications militaires de l'intelligence artificielle, donc je suis probablement biaisée, mais on peut tout à fait se dire que d'avoir une approche par la régulation, par la gouvernance mondiale, permettrait de penser à la fois les usages militaires et les usages pacifiques, et d'encadrer les dérives potentielles. Et en plus, on a quand même déjà un petit peu, certes pas beaucoup, mais un petit peu la possibilité de regarder dans le rétroviseur pour voir la manière dont ces technologies se développent, et donc de penser une régulation, un encadrement multilatéral, ça me paraît non seulement possible, mais crucial. Je crois que c'est trop tôt pour poser la question institutionnelle. Nous sommes en train de travailler dans cette direction, et je vous ai cité, j'en ai souvent parlé à l'ONU, parce que quand je suis allé à Washington, je suis allé régulièrement aussi aux Nations Unies dans ces années de mon mandat parlementaire pour discuter exactement de ces questions. Et d'ailleurs, dans les Global Summit de septembre 2024, les Nations Unies vont proposer un code de conduite sur les questions numériques, qui est déjà une autre, disons, pièce dans la mosaïque d'une approche multilatérale aux questions dont on discute ce soir. Il y a des éléments et des processus qui vont dans cette direction. Le Conseil de l'Europe a adopté une résolution sur l'intelligence artificielle qui va dans une direction qui est celle d'une approche, disons, pas nationale, mais multilatérale. L'UNESCO également. J'ai déjà dit les travaux entre France et États-Unis on fait à l'OCDE. Au niveau européen, nous avons fait le choix de mettre au centre de l'agenda des conseils de commerce et technologie qu'on a fait avec les États-Unis, on a fait avec l'Inde, ces questions-là. Donc, nous sommes en train de... même chose au G7. Donc, on est en train de préparer les terrains, mais pour moi, avant de poser la question institutionnelle, il faut travailler sur des processus pour réaliser une convergence sur les choix fondamentaux, sur les stratégies fondamentales, sur les approches fondamentaux et sur une approche commune des menaces, des risques et des évolutions que nous souhaitons. Là, dans cette phase, nous sommes là. À l'avenir, on peut penser qu'une convention globale, multilatérale sur l'intelligence artificielle pourrait créer aussi des organismes, un dispositif institutionnel pour gérer cela. Mais dans cette phase-là, je crois qu'au niveau bilatéral, au niveau multilatéral, il faut essayer de favoriser une convergence. C'est pour cela, ici, il y a aussi des opérateurs, des entrepreneurs. C'est pour cela que je disais, c'est une grande opportunité, les règlements sur l'intelligence artificielle dans sa mise en œuvre au niveau européen, parce qu'il y a au moins 7 articles très importants dont la mise en œuvre doit faire à travers les dialogues avec les stakeholders. Moi, je voudrais les organisations internationales. Et donc là aussi, c'est une opportunité pour favoriser cette approche convergente, sinon commune. Du moment où on a ces socles-là, on peut travailler aussi sur la question institutionnelle. Merci beaucoup. Peut-être avons-nous le temps pour une question du public. Est-ce que ou sinon... Peut-être une question. Attendez, je vais passer le micro. Question ? Bonjour. Alors, très intéressante comme conférence. Vous avez parlé de contrôle de traçabilité des données notamment. Il y a une technologie dont on parle assez peu au regard des bénéfices qu'elle apporte d'après moi. C'est tout ce qui est technologie décentralisée. Donc les crypto-monnaies dans un jargon assez approximatif. Est-ce que ces technologies décentralisées, notamment tout ce qui est registre blockchain, peuvent aider à contrôler tout ce qui est data et IA? Moi, si je peux, je pense qu'une grande conquête humaine, c'est les tiers de confiance. Et qu'il faut développer, on ne peut pas agir si on n'a pas confiance. Donc cette technologie sur
le blockchain et les crypto-monnaies, qui a quand même servi effectivement à faire du gris, enfin à faire de l'Internet gris et même plus sombre que ça. Moi, ça ne me gêne pas que des banques, quelque part, jouent leur rôle de tiers de confiance. Il y a des façons de les réguler, etc. Donc je crois qu'il faut construire des éléments de confiance et qu'on ne peut pas faire une humanité qui est une somme d'individus dont on est garanti que ces actions, etc. Cela dit, effectivement, tout ce qui est blockchain, évidemment, la consommation aujourd'hui est quelque chose de... Mais ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est effectivement la notarisation d'un certain nombre d'interactions. Hein. Et ça, effectivement, ce sont des instruments à la fois de sûreté, de progrès, hein, parce que si on veut améliorer, il faut, et c'est des instruments de démocratie également. Donc je pense que aujourd'hui, et ce n'est pas facile à faire, parce qu'à chaque fois que, si on regarde le développement de l'Internet, on a toujours été sur le pair à pair, ou avant c'était d'ailleurs, ou pas Internet, les radios libres, tout le monde allait pouvoir faire sa radio, etc. Et c'est toujours le marché qui a gagné, hein, avec de l'oligopole, etc. Donc je crois que c'est des sujets vraiment, vraiment très sérieux, mais il faut aussi ne pas déconstruire des éléments de confiance qu'on a construits. Voilà qui serait ma réponse. Je partage. Moi aussi. Merci beaucoup. Alors, eh bien, pour la suite, la table ronde donc, se conclut ici. Une dernière question ? Oui, il y avait une question ici. Ah, très bien. Bonsoir à tous. Donc, moi, j'avais une question par rapport à l'émergence de la notion de techno-nationalisme quand on parle d'IA, justement, sous un angle géopolitique. Et je voulais justement avoir votre lecture, votre avis là-dessus, si vous en avez un. Voilà. Je n'ai pas compris. Ah. Techno-nationalisme, c'est quoi ? Justement, c'est l'émergence de cette notion de techno-nationalisme par rapport au fait que quand on est, on va dire, sur un degré avancé par rapport à la maîtrise de l'IA, on arrive en fait à émerger sur ce point-là. Donc je voulais savoir si vous aviez un avis sur ce terme, enfin, qui est parfois un peu gênant. Bon, pas d'avis. Le nationalisme, c'est en général pas très bien. Donc, voilà, la nation, oui, moi je crois au pays, je serai, mais pas le nationalisme parce que ça véhicule d'autres choses. Ça ne veut pas dire que, que par exemple les Chinois, prenons les Chinois parce que ce sont des méchants faciles, s'ils contrôlent quelques technologies, ils ne vont peut-être pas la partager. Hein. Et ce sera vrai pour nos amis américains, et ce sera vrai pour Israël, ce sera vrai pour les Indiens, etc. Donc il y a effectivement une compétition, hein. Il y a des rapports de force. Donc il peut y avoir, de ce point de vue-là, des technologies de puissance qu'avant de disséminer, on fait attention, on conserve. Hein. Ça, je suis d'accord. Je crois que peut-être au départ, on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de comment retrouver une puissance européenne dans le domaine numérique de l'intelligence artificielle et comment seulement à travers une nouvelle puissance européenne, nous pouvons faire face à une compétition globale qui passe aussi à travers, disons, une gestion nationale de certaines évolutions industrielles. Dans le nationalisme, il y a la notion d'un usage aussi agressif vis-à-vis des autres. Et évidemment, ceci est quelque chose contre lequel je m'inscris en faux et sur lequel, en tant qu'Européens, au niveau global, nous devons donner les moyens aussi de nous défendre. D'ici les débats qu'on a eus ici entre si on doit choisir, qui on va choisir, si on va vers l'Est ou vers l'Ouest, mais pourvu qu'on puisse choisir et qu'on nous donne les moyens de choisir. Il faut travailler sur l'espace du choix. Eh bien, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci Joachim d'avoir animé la table ronde. Je vous invite à rester avec nous si vous en avez la possibilité. Et je vais maintenant inviter Charles Huot, notre président, et Fabrice Frossard, professeur à l'école de guerre économique, de faire le débrief, la synthèse, peut-être le mot de la fin. Merci encore à nos intervenantes et intervenants.
Charles. Nos amis intervenants, intervenantes qui vont être pris par nos services de communication, je crois, pour quelques capsules vidéo Je plaide coupable. qui Oui, se tout à fait. déroulent à l'étage. Donc, et Francis compris. Oui. Ah bah, C'est pas tout de suite, on viendra te chercher, Francis, ne t'embête pas. Bien. Bah, il me revient déjà de remercier les intervenants, de remercier votre participation nombreuse. On a dû arrêter les inscriptions à 150 inscrits parce que pour éviter le débordement de la salle. L'idée, c'est peut-être qu'on conclue, Fabrice, sur quelques éléments. On va faire un petit ping-pong entre l'école de guerre et Cap Digital. Et moi-même, portant un peu les deux casquettes, à la fois d'être enseignant à l'école de guerre économique et président de Cap Digital, je vais laisser Fabrice s'occuper de l'école de guerre et je m'occuperai de Cap Digital. Alors, l'école de guerre, alors est-ce que tu veux le débrief de l'école de guerre sur ce débat qui a été quand même très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé la petite tension sur les choix des dépendances et de nos alliés, qui est en fait le cœur du sujet de l'école de guerre économique, qui effectivement se positionne sur cette idée quand même que si on pouvait éviter de nombreuses dépendances et de nombreux amis qui n'en sont pas, ce serait pas plus mal. Sur l'IA, il s'est quand même dit beaucoup de choses intéressantes. J'aurais juste aimé demander à notre ami le député pourquoi la désinformation, qui est le premier risque lié à l'IA, mis en exergue par le World Economic Forum, n'est pas dans la gestion des risques de l'IA Act. On peut poser la question. Voilà, je me la suis posée en tant qu'ancien journaliste en tout cas. Mais sinon, effectivement, on revient toujours sur cette idée centrale de la confiance. Oui, de la confiance. Alors, un des éléments qui va, à mon avis, dans les mois qui viennent, en fait, vont poser pas mal de questions, c'est comment on certifie, c'est quoi la transparence. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont travaillé sur l'IA ou qui ont des petites notions sur le sujet, donc les IA sont associées à la compilation d'un certain nombre de données et des volumes de plus en plus importants. Le vrai sujet maintenant, ça va être de délivrer à la fois les modèles de fondation, mais aussi l'ensemble des données qui ont servi à cette constitution. Alors il y a des activités, enfin en France, il y a des services open source qui à la fois vont garantir la création du modèle et les données qui sont associées. C'est un travail très important. Pour avoir échangé avec certains industriels membres du pôle ou à côté qui sont à la recherche d'IA souveraine, mais à la fois notamment de modèles de fondation souverains qui vont pouvoir ensuite appliquer ou interopérer avec leurs propres données et celles de leur entreprise. Et quand on voit les enjeux que ça représente en termes de construction des entreprises, de leur développement, de leur stratégie, évidemment la maîtrise des types de réponses que peut faire l'IA est fondamentale. Mais ce que je partageais avec Francis, c'était quand même cette idée assez formidable, assez exceptionnelle, qui représente les IA comme une façon de partager un savoir commun et de pouvoir l'interroger en quelque sorte comme on pourrait interroger ChatGPT sur des sujets à la fois bénins ou plus ou moins importants. Donc pour moi, cette avancée fondamentale de l'IA, c'est ça, cette capacité à partager. Alors pour partager ce savoir, il faut d'abord savoir ce qu'on y met. Et il y a eu pas mal de travers au cours du temps parce que les données qui servent à l'apprentissage, elles ont un moment de vérité et puis après les sciences évoluent, ce qui était vrai hier n'est plus vrai demain, etc. Mais enfin bon, Je peux t'interrompre parce que quand je t'écoute, ce que tu es en train de dire, et ce qui a été dit d'ailleurs par Francis et par monsieur le député, c'est exactement ce que j'entendais il y a 20 ans, 25 ans sur Internet. On se dit c'est génial, on va pouvoir poser des questions, on a un savoir disponible pour tout le monde. En gros, c'est une bibliothèque d'Alexandrie et l'humanité va se grandir à travers le savoir et la connaissance. Force est de reconnaître que 30 ans après, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et je trouve qu'il y a peut-être cette vision un peu irénique de l'IA
par rapport au savoir. Enfin, voilà, je te lance ça, tu t'en fais ce que tu veux. Oui, mais bon, aujourd'hui, on ne pouvait pas se passer de l'Internet. On ne pouvait pas se passer de l'Internet pour voyager, on ne pouvait pas se passer de l'Internet pour se soigner, on ne pouvait pas se passer... Je veux dire que... D'accord. Alors maintenant, soyons pas naïfs, on est d'accord, mais il y a plein à la fois de bonnes et de mauvaises choses, mais moi je partage quand même vraiment l'avis de la neutralité, de mon point de vue, de l'intelligence artificielle. C'est un outil, quand ça sert à aider au diagnostic d'une pathologie cérébrale de façon plus rapide et plus efficace que ne pourrait le faire un médecin qui observe des images et de lui proposer des réponses, quitte à choisir. Et ça a été un peu l'enjeu qui a été présenté par le Premier ministre hier matin, je crois, pour une IA au service de l'administration, pour faciliter les réponses à tout un tas de questions, enfin aux millions de questions qui sont posées par les contribuables au moment de leur remplir la feuille d'impôt. Le fait d'avoir une IA qui est capable de répondre à 90% juste et de faire valider la réponse par quelqu'un de l'administration ou du service fiscal, est-ce que c'est un progrès? Si on est capable de me répondre en 1 heure au lieu d'attendre 5 jours et d'avoir les services débordés, on peut comme ça multiplier par centaines, par milliers. Hein. Pour travailler un peu dans les applications de l'IA pour la défense, c'est des dizaines, des centaines de cas d'usage qui ne sont pas tous liés aux robots tueurs, etc. Mais c'est tout un tas de cas d'usage qui semblent assez bénins, mais qui facilitent le quotidien, le travail des uns et des autres. Il faut m'arrêter, sinon... Non, mais écoute, moi je partage tout à fait ton avis. Enfin, c'est toujours ce débat sur la neutralité. Est-ce que c'est le fameux pharmacone de la techno est-ce qu'elle est positive, négative? Peu importe l'usage. Mais bon, je pense qu'on ne va pas embêter les gens trop longtemps avec ça. Je pense qu'ils attendent le cocktail. Moi, je fais juste une remarque sur l'IA. Je fais juste un aparté. En tant qu'observateur, et pas en tant que prof, pour le coup, c'est la première fois où je vois quand même des tenants des opérateurs. Je pense à Sam Altman, je pense à l'ancien CEO de DeepMind, enfin tous ces gens en fait, qui développent les IA génératives, mais pas que, et qui sont en panique. Et qui disent à l'Europe, qui disent aux États-Unis, bon là il faut faire quelque chose parce qu'on ne sait pas trop où ça va partir. Ils le disent, ils l'écrivent, et je trouve ça... je trouve que l'Europe, en ce sens... a une action très positive de réguler le risque, parce que c'est quasiment presque la demande de ceux qui développent cette IA générative. Oui, alors je pense qu'il y a quand même une grande hypocrisie dans ces déclarations. C'est-à-dire que pendant que Facebook, ou que notre ami de Tesla fait une tribune dans laquelle il dit attention les dangers de l'IA, ça il dit ça avec sa main droite, et puis avec sa main gauche il va racheter 600 000 cartes GPU pour faire une des plus grosses IA sur le marché. Donc attention à ces enfin moi je trouve que mais je pense que là pour le coup l'un n'empêche pas l'autre, parce que ces mêmes opérateurs disent de toute façon on ne va pas se mentir, notre but c'est de gagner de l'argent et de flotter notre ego, c'est notre moteur. Mais on a peur quand même. Voilà, je veux bien conclure là-dessus. J'ai même pas peur de... En tout cas, au nom de l'OGE, je remercie vraiment les intervenants. C'était un débat de très très haute qualité, vraiment très intéressant. Et puis, merci à Cap Digital pour l'accueil merci à tous les étudiants étudiants et de merci qui ont participé, aux étudiants pour la logistique impeccable. Mais bon, le GE, quoi. C'était la 4e ou 5e saison de la Nocturne Big Data. Voilà, on va vous inviter à échanger, partager avec peut-être certains de nos intervenants qui sont encore présents là ce soir, et puis dans la salle d'à côté pour boire quelque chose et échanger avec vous. Merci encore de votre présence et à très bientôt chez Cap Digital. Bonsoir.